Alors en manchette aujourd'hui, le député de Berthier-Masquinongé à la Chambre des communes dresse le bilan de sa dernière session et le musée Gilles Villeneuve s'associe à la maison Louis Cyr pour offrir un forfait spécial cet été. Alors bonjour mesdames, messieurs, mon nom est François Robert et bienvenue à votre bulletin d'information régionale du jeudi 25 juin. Alors, la députée de Berthier et ministre du Tourisme, Caroline Proulx, a annoncé divers forfaits pour relancer le secteur du tourisme alors que le Québec est en déconfinement progressif, on vous en avait parlé, mais nous apprenons maintenant plus de détails sur comment ces forfaits se déclinent concrètement dans les régions. Et un exemple est la combinaison de deux attraits majeurs dans la Naudière, le musée Gilles Villeneuve et celui consacré à Louis Cyr, deux figures marquantes de notre passé lanaudois. Alors, le forfait Gilles Villeneuve-Louis Cyr, le plus rapide, le plus fort, est en vente maintenant et il permet d'économiser 20 % sur le tarif régulier d'une entrée à ces deux musées lanaudois. Le musée Gilles Villeneuve est situé au 960 avenue Gilles Villeneuve à Berthierville et la maison Louis Cyr se trouve au 215 rue Sainte-Louise à Saint-Jean-de-Matha. Alors, vous pouvez en profiter pour découvrir ou revoir le musée Gilles Villeneuve et son impressionnante collection avec des voitures de course, des trophées du champion, des photos d'archives, des films, un simulateur et plus. Et à Saint-Jean-de-Matha, vous pouvez apprendre à mieux connaître Louis Cyr, qui a marqué le monde entier par ses exploits, mais également par son tempérament avant-gardiste et généreux. Alors, vous pourrez découvrir son enfance, son ascension, ses prouesses, ses records, ainsi que sa vie au cirque. Alors, le musée se situe dans une maison ayant réellement appartenu à Louis Cyr, une maison qui a été complètement rénovée, restaurée afin de lui conférer un cachet d'époque. Alors, c'est une belle sortie à planifier pour votre été. Maintenant, si on regarde un peu le nouveau portrait de la situation pandémique au Québec, à l'échelle provinciale, la santé publique parle maintenant de 5 448 décès reliés à la COVID-19, dont 206 qui proviennent de la Naudière. Et en ce moment, au Québec, il y aurait 487 personnes hospitalisées en raison du coronavirus, dont 50 aux soins intensifs, deux chiffres à nouveau en baisse. Et la région de la Naudière compte maintenant 4 186 tests positifs à la COVID-19. La tendance est bonne au cours des derniers jours et c'est ce qui a permis au directeur national de la santé publique, Horacio Arruda, d'annoncer aujourd'hui la réouverture des bars. Quoique la clientèle devra rester assise pour limiter les contacts entre les gens, les clients devront respecter le 2 mètres de distance et le nombre de personnes pouvant être admises, bien sûr, sera réduit. Les parcs aquatiques pourront aussi rouvrir leurs portes en respectant le 2 mètres en tout temps et en augmentant le nombre de désinfections. Alors, il ne restera plus que les grands festivals, les camps de vacances et les combats sportifs qui demeurent interdits pour le moment en raison de la COVID-19. Le docteur Horacio Arruda s'est dit préoccupé par rapport à un relâchement chez une partie de la population qui pourrait accélérer l'arrivée d'une deuxième vague. Alors, la question semble ne pas être est-ce qu'il y aura une deuxième vague, mais bien plutôt quand arrivera-t-elle et de quelle ampleur? Et ça, bien sûr, ça dépend de la discipline, notamment des Québécois, à respecter le 2 mètres, à porter le masque lorsqu'ils vont dans des endroits où il est difficile de respecter le 2 mètres, bien se laver les mains, etc. Alors là, à partir d'aujourd'hui, il n'y aura plus de bilan quotidien des décès et du nombre d'hospitalisations. Les bilans seront publiés une fois par semaine, du moins pour une certaine période là, pendant l'accalmie. Et si jamais le nombre de cas repart à la hausse de façon significative, eh bien, les bilans quotidiens pourraient revenir peut-être à l'automne, on ne sait jamais. Cela dit, il y a des travaux routiers importants qui débutent aujourd'hui et pourraient durer environ 3 semaines sur la route 348 à Saint-Gabriel et Saint-Gabriel-de-Brandon. Ils visent le remplacement de ponceaux et asphaltage de la route et à certains moments, la route 348 sera fermée complètement à la circulation entre la route 347 et le chemin Saint-Edmond et ces fermetures complètes sont prévues pour les 25 et 26 juin, du 29 juin au 2 juillet et du 6 au 15 juillet. Alors, les usagers devront emprunter le chemin de détour en place d'une longueur approximative de 12 km par la route 347, le rang Saint-Amable et le chemin Saint-Edmond. Et la limite de vitesse, là, elle sera réduite à 70 km sur ce détour, ainsi qu'à l'approche de la zone de travaux là, sur la route 348. Cela dit, nous passons maintenant à notre première pause.
Ça fait 58 masques que je fabrique. Mais s'il faut que j'en fasse 352 pour tous nous aider à tenir tête au virus, je vais le faire. On lâche pas. On continue de se protéger. Ça fait 872 fois que je me lave les mains depuis le début de la pandémie. Mais s'il faut que je me les lave 8000 fois pour tenir tête au virus, je vais le faire. On lâche pas. On continue de se protéger. Le samedi matin, dès 9h30, nos téléspectateurs sont invités au Super Bingo télévisé diffusé de nos studios de Berthierville. Depuis maintenant une vingtaine d'années, plusieurs adeptes de la télévision régionale se sont partagés un montant de 600 $ disponible chaque semaine lors de cette joute de bingo télévisé. Un animateur et 3 bénévoles se succèdent à la caméra dans le but de vous faire passer une petite heure agréable et payante le samedi matin. On peut se procurer les cartes de jeu chez les dépositaires autorisés participants, c'est-à-dire à Berthierville, le dépanneur Formule 1 rue Gilles Villeneuve, le marché IGA Extra sur la rue Gabriel-Brissette, le marché Métro rue Notre-Dame, la pharmacie Proxime rue Frontenac, le garage Pétroté sur la rue Gilles Villeneuve et à Saint-Ignace-de-Loyola, le marché Aldo rang Saint-Michel, le dépanneur Le Magasin Esso sur le chemin de la Traverse. C'est un rendez-vous tous les samedis matins à 9h30 sur les ondes de CTRB, votre télévision régionale et communautaire. Au chapitre des anniversaires pour ce jeudi 25 juin, eh bien, il n'y a aucun anniversaire qui ne nous a été signalé de gens de la région. Par contre, c'est aujourd'hui la fête du chanteur québécois Robert Charlebois. Il célèbre aujourd'hui son 76e anniversaire. Il est venu au monde en 1944. Alors, un très joyeux anniversaire à Robert Charlebois, un chanteur que certainement vous connaissez et appréciez beaucoup. Cela dit, le député de la circonscription fédérale de Berthier-Masquinongé, Yves Perron, réclame la réouverture des centres de Service Canada. Nous l'avons rejoint par vidéoconférence pour en discuter et lui demander pourquoi il veut cette réouverture. C'est la première question que je lui pose au début de l'entrevue. Et aussi dans l'entrevue, nous sommes revenus sur certains moments forts de la dernière session. Et malheureusement, la connexion Internet par micro-ondes du député a connu certains ratés et nous avons fait du montage pour retirer les bouts durant lesquels le son était le plus mauvais. Mais voici quand même l'essentiel de l'entrevue qu'il nous a accordée juste avant le congé de la Saint-Jean. Alors, M. Perron, là, pourquoi est-ce que vous demandez cette réouverture? Écoutez, c'est un service essentiel, c'est un service de base de première ligne. On a plusieurs gens du terrain qui nous ont contactés. Je pense entre autres à Action Chômage en Mauricie. Il y a des gens qui sont démunis, qui ont peu accès aux technologies et qui ont besoin d'avoir un soutien d'une personne, d'un être humain, entre guillemets. Là. Et là, ils ne sont pas disponibles. Alors moi, nous, depuis la fermeture des bureaux de Service Canada, ça nous fait bien plaisir d'aider le monde, mais on est devenu un peu Service Canada. C'est correct qu'on soit là, mais on pense que là, c'est le temps. Là, on est en décloisonnement progressif. Je pense qu'il sera en mesure d'offrir, tout en respectant bien sûr le principe de distanciation, là, mais les services à la population. Si nous, on est capable d'ouvrir en mettant un plexiglas à l'entrée, puis en respectant le 2 mètres et portant des masques, je pense qu'ils peuvent le faire aussi, tout simplement. Il y a d'autres ministères aussi, là, les employés étant en télétravail, qui vont commencer à retourner graduellement, peut-être pas au complet, mais une partie des employés à aller travailler au bureau, au fédéral? Ben oui, puis évidemment, le télétravail, ça a des beaux côtés, mais à un moment donné, il faut offrir les services à la population. Alors voilà, c'est une simple logique, puis on pense qu'il est grandement temps. On arrive au mois de juillet, là, et il y a plusieurs personnes qui ont besoin de soutien. Et depuis la dernière fois où on s'est parlé, là, la prestation canadienne d'urgence a été prolongée de 8 semaines, si je ne m'abuse, mais sans ajout de conditions supplémentaires. Vous auriez souhaité un ajout de conditions, lesquelles? En fait, on y travaille encore. C'est pas tant de réduire l'aide, mais de la rendre incitative au travail. Nous, ce qu'on demande, c'est que plutôt que de perdre complètement le montant de 2 000 $ à partir du moment où vous gagnez plus de 1 000 $ dans un mois, c'est de rendre la diminution progressive, un peu comme ce qui se fait à l'assurance-emploi. On avait eu un engagement formel du gouvernement sur ce point-là, puis la parole n'a pas été respectée. D'ailleurs, c'est depuis ce moment-là qu'on
on a peut-être l'air un peu moins fin aux nouvelles, là, moins en collaboration, mais à un moment donné, quand on veut bien donner de la latitude au gouvernement, donner des pouvoirs extraordinaires, quand les paroles sont respectées, quand ça avance, là, on est arrivé à un stade où je crois le Parti libéral a commencé à comprendre que c'était bien payant la COVID et de donner des chèques et qu'il voulait se garder un peu le monopole de l'action. Mais il ne faut pas oublier qu'on est la démocratie, qu'on est dans un gouvernement minoritaire. Et là, justement, le NPD, lui, a accepté de soutenir le gouvernement s'il prolongeait la PCU. C'est ce qui s'est passé la dernière fois. En fait, ils ont accepté ça en échange d'un engagement un peu surréaliste de créer 10 journées de congé de maladie pour tout le monde au Canada, d'un océan à l'autre, alors que c'est une juridiction des provinces et du Québec. Donc, le fédéral, les libéraux ont donné cet engagement-là, mais ils ne seront pas en mesure de le réaliser. C'est un peu surréaliste. Nous, on a bien hâte de recommencer à siéger. On est prêt même à siéger cet été. Donc, vous savez qu'on a terminé le comité COVID cette semaine. Donc, on a fait notre bilan de session, d'ailleurs, hier. Et on va siéger pour la prochaine fois. Il y a 4 séances qui sont prévues pendant l'été. La prochaine fois, c'est le 8 juillet. Mais nous, on pense qu'il faudrait siéger avant ça, ne serait-ce que pour adopter le soutien pour les personnes handicapées. C'est des personnes qui n'ont rien reçu jusqu'à maintenant, à moins qu'ils soient éligibles là, au supplément de revenus, des trucs comme ça. Mais sinon, ça a été bloqué, ça, parce que les conservateurs n'ont pas voulu scinder le projet de loi en deux la dernière fois. Les libéraux voulaient en profiter pour étirer leur pouvoir extraordinaire. En tout cas, il y a eu des jeux politiques qui ont fait que ça n'a pas eu lieu. Puis ça, je pense que c'est pas acceptable. La population est en droit d'avoir un soutien. Puis encore une fois, on ouvre la porte très grande à la collaboration au gouvernement. On est prêt à rentrer voter ça demain matin. Voilà. Là, sinon, pouvez vous parler peut-être de mon bilan de session, notre bilan? Peut-être avant ça, on pourrait aborder là qu'il y a toujours les fameux programmes d'aide du fédéral. Oui. Il y a un programme d'aide pour aider à payer les employés durant la période de COVID. Et là, il y a plusieurs partis fédéraux qui ont demandé cette aide pour payer de leurs employés politiques. Le Bloc dénonce ça et vous avez commandé un sondage qui semblerait montrer que la population québécoise n'est pas tellement en accord avec... La population québécoise est majoritairement en accord avec nous là-dessus. D'ailleurs, c'est de la simple logique. Nous sommes des politiciens, on siège à la Chambre des communes, on vote un programme d'aide et le ministre des Finances, par règlement, a ajusté le programme d'aide pour que les partis politiques y soient admissibles. Or, à ce que je sache aujourd'hui, M. Robert, les partis politiques, ce ne sont pas des entreprises en danger qui vont fermer demain matin. Bien sûr qu'on a eu moins de dons que d'habitude. Au Bloc aussi, là, évidemment, on n'a pas fait de campagne de financement pendant que les gens perdent leur emploi. On va faire ça à l'automne, puis on va se débrouiller, puis on va y arriver. Parce qu'il y a tout l'aspect aussi de la loi électorale. Élections Canada, c'est très réglementé le financement des partis politiques, vous savez. Là, on se retrouve avec des partis politiques qui reçoivent des subventions de l'État fédéral pour payer leurs employés. Ça n'a pas puis il faut que je mesure mes mots quand je vous parle de ça. C'est vraiment dur de ne pas se choquer. C'est tellement révoltant et tous les partis politiques fédéraux confondus ont fait cette demande-là et actuellement, vos taxes puis vos impôts payent les employés du Parti conservateur, du Parti libéral, du NPD, du Parti vert. Pensez-vous que ça a de l'allure? Ces gens-là, en plus, vont utiliser ces sommes-là pour faire une prochaine campagne électorale. Puis quand ils vont faire le rapport d'élection, ils vont se faire rembourser la moitié de ces dépenses-là. Fait que non seulement on subventionne présentement 75 du salaire des employés politiques qui font un travail partisan, mais en plus, ils vont se faire rembourser 50 de ce 75 %-là. C'est complètement ridicule. On est dans le détournement de fonds abject. Et c'est pour ça que nous aussi, on a demandé un sondage, mais on a aussi porté plainte au commissaire à l'éthique. On veut une enquête là-dessus parce qu'on pense que ça n'a pas de bon sens. Puis, en ce temps-là, ce matin, M. Robert, je n'invente rien, là, je parlais à une entreprise touristique de la région là, qui avait accès à la subvention salariale. Puis là, pendant les mois d'été, à cause de la restriction du 30 % de perte de revenus, a peur de perdre l'accès à cette subvention-là. Et là, ils sont à pleine capacité parce qu'ils ont dû réduire leur capacité d'accueil d'à peu près de moitié. Donc, ils se retrouvent un peu coincés de partout, vont perdre le soutien. Et en parallèle à ça, tu as des partis politiques fédéraux qui prennent l'argent, les deux mains dans le plat de bonbons. Ça n'a pas de bon sens. Voilà. Je ne sais pas pire, je ne me suis pas trop choqué cette fois-ci. J'ai de la misère à en parler des fois, mais des fois, c'est
Vous savez, on fait de la politique, mais on est des gens comme vous. Là. C'est choquant quand on voit ça. Là. C'est devant nos yeux, puis on intervient, puis ça n'arrête pas. On a posé je ne sais plus combien de questions sur ce sujet-là, et ça revient toujours à la même chose. Et pourtant, les conservateurs, à l'époque de Harper, avaient coupé dans le financement public, là, par exemple, en fonction de votes reçus après l'élection. Vous êtes en train d'aller à la source de ce qui me révolte le plus, c'est qu'au fédéral, on a coupé le financement public des partis politiques. C'est un mouvement complètement contraire de ce qu'on a fait, par exemple, sur la scène du Québec, où les contributions financières sont limitées à 100 $, où il n'y a plus de déduction d'impôts. Vous savez qu'au fédéral, on est encore dans un système très archaïque où chaque individu peut donner 1 600 $ à un parti politique et récupérer 15 du premier 400 $. Et ça, c'est un système qui a été enlevé au Québec parce qu'on s'est rendu compte que ça incitait des dons louches et ainsi de suite. Bon, nous, évidemment, on s'assure d'être plus propre que propre. On fonctionne quand même de ce système-là. On voit les partis politiques refuser le financement public, puis en même temps, aller s'en chercher par à côté de façon détournée et malhonnête. Fait que ça, c'est vraiment choquant, oui. Effectivement. Vous avez nommé le Parti conservateur. On a réussi, à force de questions, à obtenir des engagements. Les deux principaux chefs à la course ont annoncé qu'ils allaient. Le leader actuel ne fait rien et prétend que c'est une décision du parti, alors que plusieurs de leurs députés s'en sont dissociés. Ça doit, moi en tout cas, j'imagine qu'au caucus, ça doit jaser fort là-dessus, parce qu'il y a de la dissension. Parlant de caucus, le caucus bloquiste s'est réuni, je crois que c'était vendredi, pour tirer un bilan, là, dresser un bilan de la dernière session, une session assez particulière, très marquée par la COVID-19. Avec lui, et on est quand même assez satisfait de notre travail. En fait, la grosse fierté qu'on a, c'est d'avoir respecté la parole donnée. Hein? Quand on s'est présenté devant les électeurs, on a dit, nous autres, on s'en va au BAT, on s'en va là pour le Québec, les intérêts des Québécoises, des Québécois. On va vous défendre avec et ongles, on sera présent. Puis le critère de décision, quand on a un vote à tenir, c'est est-ce que c'est en faveur du Québec, est-ce que c'est favorable au Québec ou c'est défavorable au Québec? C'est la reine de décision. Alors là-dedans, on a, tel que promis, déposé un projet de loi qui, évidemment, parce que l'on a suspendu le Parlement, mais ils sont là, ils sont prêts. Surtout qu'on rentre, j'espère qu'on va pouvoir les travailler, entre autres le projet de loi sur l'impôt unique, de forcer le gouvernement fédéral à respecter ses engagements lorsqu'il signe des traités nationaux, arrêter de juste aller faire des signatures. On vous perd un peu, là, je ne sais pas si c'est votre connexion, là, mais on perd quelques mots dans ce que vous dites. Là. Je viens d'avoir un message connexion Internet instable à l'écran, mais je pense que là, ça va. Donc, je peux peut-être reprendre le dernier bout. Là. Oui. Donc, c'est un projet de loi qui forcera le en territoire québécois. On va dans ça. Évidemment, j'ai, avec grand plaisir, en lien avec M. Plamondon, déposé le projet de loi dans mon champ de porte-parole, section de la gestion de l'offre. On veut modifier la loi sur le multiculturalisme pour en exempter le Québec. Et on veut aussi modifier l'assurance-emploi. Vous savez qu'on a fait une journée de... Maintenant, on veut que ce soit modifié dans la loi, que les personnes qui souffrent de maladies graves aient accès à 50 semaines d'assurance chômage. On se retrouve avec des gens qui ont cotisé à l'assurance-emploi pendant 25 ans, combattent un cancer, font de la chimio, de la radiothérapie, puis ils ont droit à 15 semaines d'assurance-emploi. Ça n'a pas de maudit bon sens, c'est révoltant. C'est un autre point ça, où il faut que je fasse attention pour ne pas devenir trop émotif, là, parce que ça vient chercher à un moment donné. Quand on voit des parlementaires voter contre ce principe-là, c'est surréaliste. Là. C'est une caisse d'assurance qui est séparée. On est là. On est supposé d'être là pour les... Pendant la session, on a réussi à défendre la laïcité de l'État. Je ne sais pas si vous vous souvenez qu'une commission scolaire de Montréal voulait prendre des fonds fédéraux pour contester la loi 21. Avec nos questions, on a mis assez de pression pour que ça tombe. Évidemment, je vous ai parlé tantôt de ma loi sur la gestion de l'offre. On a réussi pendant la crise aussi à augmenter la capacité de crédit de la Commission canadienne du lait. En collaboration avec le gouvernement, on a proposé, c'est accepté. On a vécu plusieurs choses depuis notre élection. Ça a commencé avec la grève du CN à l'automne, et ensuite, et maintenant la COVID. Donc, on a un peu tous hâte de voir qu'est-ce que c'est la job de façon normale. Là. Je parle pour les nouveaux élus parce qu'on a eu un contexte de crise assez répétitif depuis le début. Mais on est là, puis on commence à sortir. Le bureau est officiellement
ouvert, commence à avoir des contacts un peu avec les gens en faisant attention, en suivant les recommandations. Et on espère pouvoir être plus présent. On réclame une mise à jour économique de longue haleine. Là, on nous a promis quelque chose pour le 8 juillet. C'est pas clair si ça va être une mise à jour économique complète, mais on veut savoir où est-ce qu'on en est dans les dépenses et où est-ce qu'on s'en va. Puis on est rendu dans le moment de la crise où il faut évaluer chacune des nouvelles dépenses, à savoir quel sera son impact financier et quel impact ça va avoir sur le redémarrage de l'économie. D'où l'importance d'aller modifier la PCU puis la PCUE pour inciter les gens à aller travailler. Parce qu'actuellement, j'ai plein d'employeurs qui me disent, là, M. Perron, mes employés ne veulent pas faire plus que 19 heures. On a fait les calculs, nous autres, au parti, là. Quelqu'un qui travaille au salaire minimum travaille 19 heures, il garde sa prestation étudiante. S'il travaille une heure de plus, il faut qu'il travaille 43 heures pour récupérer son manque à gagner parce qu'il a perdu la prestation de 1250. C'est un non-sens total. C'est pas parce que les gens sont paresseux. Les gens sont intelligents. N'importe qui, je te dis, donne-moi de l'argent pour aller travailler, tu vas me dire non, je vais rester chez nous. C'est de la pure logique. Fait que ça, il y a des changements importants à apporter là-dessus. Vraiment. Puis oui, vous avez raison, il faut penser à l'avenir. C'est pas facile. Et en agriculture, on regarde là, les travailleurs étrangers, c'était difficile de les faire rentrer encore. Jusqu'à tout récemment, le Mexique avait de nouveau bloqué. Ça redébloque, beaucoup à cause de la négligence du fédéral qui ne s'occupait pas des quarantaines. Et là, on arrive au moment des récoltes. On va avoir beaucoup de pertes. On va avoir beaucoup besoin de support financier de ce côté-là et il va y avoir une augmentation des prix à l'épicerie, d'où l'importance d'aider les gens démunis, entre autres les personnes handicapées. Fait que je fais un peu la boucle avec ce que je vous disais en début d'entrevue, mais tout est interrelié, hein, puis il faut agir en bon gestionnaire, là, puis poser des gestes intelligents et ne pas hypothéquer notre avenir. Donc là, ça serait un peu une accalmie pendant quelques temps, la Saint-Jean, la Fête du Canada. Vous me dites, vous devriez être de retour ensemble le 8 juillet, puis il y aurait une mise à jour économique à ce moment-là? Voilà, la prochaine journée où la Chambre siège, c'est formel, là, c'est le 8 juillet. Il y a 4 dates qui sont prévues pendant l'été. Donc, le 8 juillet, on va siéger, puis on va obtenir une mise à jour économique. On va siéger évidemment en nombre restreint, là, donc encore une fois, pour respecter les distanciations. Voilà, mais nous, on souhaite siéger plus que ça. On est prêt à siéger pendant l'été, il n'y a pas de problème, non. Alors, l'interdiction de faire des feux à ciel ouvert en forêt ou à proximité de la forêt a été levée ce matin sur une grande partie du territoire québécois. L'interdiction demeure notamment sur une partie du lac Saint-Jean et de la Côte-Nord, telle qu'indiquée là sur cette carte que l'on peut voir à l'écran. Mais c'est ça, là, maintenant, dans la Naudière, c'est de nouveau possible, bien sûr, en restant prudent. Et nous passons maintenant à notre seconde pause. Ça fait 58 masques que je fabrique. Mais s'il faut que j'en fasse 352 pour tous nous aider à tenir tête au virus, je vais le faire. On lâche pas. On continue de se protéger. Ça fait 872 fois que je me lave les mains depuis le début de la pandémie. Mais s'il faut que je me les lave 8000 fois pour tenir tête au virus, je vais le faire. On lâche pas. On continue de se protéger. Le 7 juin, à l'âge de 90 ans, est décédé paisiblement à son domicile M. Gilles Bellumeur, époux de Janine Clermont, demeurant à Berthierville. Lui a précédé son fils Marcel. Il laisse dans le deuil, outre son épouse, ses enfants Marie Bellumeur et son conjoint Danny Gravel, Micheline Bellumeur et son conjoint Richard Enfield, le juge Michel Bellumeur et André Boutin, laisse aussi dans le deuil ses petits-enfants Karine Bellumeur, Patrick et Isabelle Hallé, Francis et Michael Gravel, Roxane et Vincent Bellumeur, de même que ses 7 arrière-petits-enfants et son arrière-arrière-petit-fils, ses frères, sa sœur, ses belles-sœurs et beaux-frères, Azélus Bellumeur et sa conjointe Claire Hainaut, Fernand Bellumeur et sa conjointe Françoise Poulette,
Claudette Bellumeur et son conjoint Marc-Henri Milot, Françoise Aubuchon, feu Jean-Paul Bellumeur, Paulette Boucher, feu Gaétan Clermont, ainsi que plusieurs neveux, nièces et autres parents et amis. Et la famille accueillera parents et amis en l'église Sainte-Geneviève de Berthier le samedi 11 juillet dès 13 h. Suivront les funérailles à 14 h en l'église Sainte-Geneviève. Et la collaboration de tous est demandée. Et on demande aussi de prendre en note qu'à ce jour, la famille et la maison funéraire n'ont pas eu l'aval de l'Église afin de célébrer en leur lieu. C'est pour cette raison que si les activités d'Église ont reprise et si elles n'ont pas reprise, par contre, d'ici là, il y aura une célébration plus tôt à la chapelle du complexe de Berthierville au 741 Notre-Dame à Berthierville. Maintenant, paisiblement à son domicile, entouré des siens, le 11 juin, à l'âge de 72 ans, est décédé M. Claude Charbonneau, époux de Mme Monique Meloche, demeurant à Berthierville. Il était propriétaire des cadres CR de Berthierville, Louisville ainsi que Joliette. Lui a précédé son fils Christian. Il laisse dans le deuil, outre son épouse, sa fille Isabelle Charbonneau et son conjoint Martin Thibault, son fils Sylvain Charbonneau, ses sœurs Colette Charbonneau et son conjoint Jacques de Pessemier, Francine Charbonneau, de même que ses belles-sœurs et beaux-frères, Claire Meloche, Réjeanne Meloche, Raymond Meloche, Réal Meloche, ainsi que plusieurs neveux, nièces et autres parents et amis. Et votre sympathie pourra se témoigner par des dons pour la Société canadienne du cancer. Des formulaires seront disponibles au salon. Et la famille vous accueillera ce samedi, le 27 juin, de 14 à 16 h au complexe funéraire Efterio du 641 rue Notre-Dame à Berthierville et suivra une cérémonie en privé sur invitation due aux circonstances de la pandémie. Et M. Charbonneau sera inhumé au cimetière Saint-François-d'Assise à une date ultérieure. Au CHDL de Saint-Charles-Borromée, le 15 juin, à l'âge de 93 ans, est décédée Mme Claire Barthes, épouse de feu Claude Plante, demeurant à Saint-Ignace de Loyola. Elle laisse dans le deuil ses filles Sylvie Plante, Linda Plante et son conjoint Christian Danfous, Gaétane Plante et son conjoint Jean Sylvestre, ses petits-enfants Nancy, Roxane, Véronique, Claude, Stéphanie, Raphaël et leurs conjoints et conjointes, de même que ses arrière-petits-enfants Charlie, Anaïs, Damiane, Mayra et Nolan, ses beaux-frères Marcel Plante, feu Lucienne Latulippe et feu Lucienne Chevalier, Marie-Blanche Bergeron et son conjoint Lucien René Plante, ainsi que plusieurs neveux, nièces et autres parents et amis. Et dans les circonstances de pandémie de COVID-19 actuelle, la famille de Mme Barthes a pris la décision de reporter les rituels à une date ultérieure. Et nous passons maintenant à la météo. Bonjour, on va poursuivre avec la météo. Aujourd'hui après-midi, il va faire 24 degrés avec un ressenti de 27. Et il y aura du soleil, mais avec des passages nuageux. Jeudi soir, il va faire 21 degrés avec un ressenti de 22. Et le ciel sera également variable. Pour le jeudi nuit, il fera 15 degrés avec un ressenti de 14. Et ce sera généralement dégagé. Vendredi matin, il fera 19 degrés avec un ressenti de 19. Ce sera ensoleillé avec des passages nuageux. Pour le vendredi après-midi, il fera 25 degrés avec un ressenti de 28 et le ciel sera variable. Pour le vendredi soir, il fera 22 degrés avec un ressenti de 24 et le ciel sera également encore variable. On va passer au bulletin pour les insectes. Pour les mouches à chevreuil et les mouches noires, ce sera faible aujourd'hui et demain. Pour les moustiques, ce sera différent. Aujourd'hui, ce sera généralement faible, mais pour demain, on voit une hausse dans la fréquence de moustiques. On va repasser pour les prévisions pour les mouchoirs. Effectivement, en fin de semaine, faites attention parce qu'on va ressentir une hausse par rapport à ces insectes. Pour la qualité de l'air, ce sera bon. Pour les UV, ce sera bas. Et pour le pollen, ce sera modéré. Merci pour votre écoute. C'était Simina de CTRB. Prenez soin de vous et je vous dis à la prochaine. Alors, vous l'aurez compris, c'est le temps de profiter des activités extérieures avant la pluie de samedi et dimanche. Voilà, c'était vos informations sur les ondes de CTRB. Excellente fin de journée à tous. Revenez-nous demain pour un autre bulletin d'information régionale.